La saison 89 commence bien, semble se dire ce géant qui trône sur la Grand Place d'Armentières. Une Grand Place qui, le temps d'un week-end, est devenue le centre névralgique du rallye, car les organisateurs des géants ont préféré quitter l'île pour venir à Armentières. Les concurrents les ont suivis, ils étaient 123 au départ cet après-midi. Ce qui n'a pas changé, ce sont les favoris, José et Chantal Barbara, et leur Porsche 911, champion de Ligue en titre et vainqueur des géants en 88. Mais qui dit début de saison dit également nouveauté, comme cette Renault 19 dont c'est la première apparition. Pas encore homologuée, elle participe comme voiture ouvreuse avec Philippe Vernier à son volant. Ça sera comme ça une bonne partie de la saison, car la R19 16 soupape, qui sera commercialisée prochainement, sera notre prochain cheval de bataille. Et tant que cette voiture n'est pas homologuée, eh bien, nous allons développer des pièces et nous essaierons de les développer en participant en tant que voiture ouvreuse. Mais même hors course, Philippe Vernier n'a rien perdu de son sens du spectacle. Autre attraction de ce premier rallye de la saison, la présence des 4 équipages officiels Peugeot qui courent sur des 205 rallyes. Peugeot est d'ailleurs présent en force à Armentières, car les géants sont la première épreuve obligatoire du Challenge 89. C'est un des concurrents de ce challenge qui a pris la tête de l'épreuve. Leader surprise, le Sochalien Fabien de Henlen a signé les 3 premiers temps scratch sur sa 205 GTI. Quant à José Barbara, victime d'un problème électrique sur la Porsche, il a écopé de 50 secondes de pénalité et se retrouve relégué en milieu de peloton. Après la première boucle, le premier nordiste était donc Patrice Hénault, dont la BMW M3 a gagné des chevaux supplémentaires pendant l'hiver. Une première boucle fertile en rebondissement, Bernard Maton, en panne de pompe à eau, a déjà quitté le rallye, tout comme Philippe Fleury, victime d'une sortie de route en pneus slick sous la pluie. Parce qu'il s'est vraiment mis à pleuvoir. On a bien dû faire d'autono, à peu près, oui, je pense. La voiture est dans quel état? L'auto n'est pas en bel état. Elle n'est pas en bel état. Il y a le train avant qui est complètement ouvert, le train arrière, pavillon décollé, etc. Enfin, nous, on n'a rien. C'est déjà une bonne chose, mais enfin, c'est quand même dommage. Ça compromet la suite de la saison. Autre événement survenu dans les premières spéciales, la sortie de route de la R21 Turbo de Michel Ratz. Le pilote normand avait signé le 2e temps de la première spéciale, mais il n'a pas pu aller plus loin. Pour sa première sortie, la R21 de Renault Sandouville a terminé sa course dans un champ. Attention de ne pas recevoir le bouchon au vol, attention aussi. Ni une bouteille de champagne particulièrement récalcitrante, ni une engueulade avec Fabien de Henlen après l'arrivée n'ont empêché José et Chantal Barbara de savourer leur premier succès de la saison. Un succès qui a été acquis grâce à une poignée de secondes. Hier matin, au départ de la 2e étape à Armentières, l'écart entre la 205 GTI de Fabien de Henlen et la Porsche de Barbara était de 24 secondes en faveur de la 205. Un écart que Fabien de Henlen réussissait à préserver pendant la première des 3 boucles de la journée, malgré la différence de puissance entre les deux autos, 165 chevaux pour la 205, 300 pour la Porsche. Dans la 2e boucle, José Barbara refaisait son retard. Dans la spéciale de Delémont, la Porsche prenait la tête de l'épreuve, mais pas pour longtemps. Du côté de Vervic, à la surprise générale, c'était la 205 GTI qui menait à nouveau la danse. À 14h, quand les concurrents rentraient au parc fermé à Armentières, Fabien de Henlen avait encore 3 secondes d'avance. Tout pouvait encore changer dans la dernière boucle. La dernière boucle sera décisive parce que bon, il y a encore des endroits humides, mais j'ai mis des slicks et bon, là maintenant, c'est la grande attaque. Hein. Une attaque finale à suspense puisque tout s'est joué dans la toute dernière spéciale. Barbara, qui avait creusé l'écart et relégué de Henlen à 21 secondes, a failli tout perdre comme en 87 à cause d'une sortie de route dans les derniers kilomètres. Donc la voiture est partie en glissade et il y avait une entrée de champ. La barrière était ouverte, on est parti dans cette entrée de champ en marche arrière. Chantal est descendue, elle a poussé, on est remonté en voiture. Bon, on n'était plus liés ni l'un ni l'autre, sans note, mais je suis parti le couteau entre les dents et il nous a pris que 16 secondes. Résultat, pour 5 petites secondes, José et Chantal Barbara remportent leur 2e rallye des géants consécutif devant un Fabien de Henlen très déçu. Je pensais dans la dernière spéciale pouvoir refaire mon handicap, mais bon, le terrain s'y prêtait pas trop parce que c'était assez rapide. Et ma foi, voilà, le résultat, 5 secondes, dur. Le duel entre les deux premiers, même s'il a été très intense, n'a pas été le seul fait marquant de ce rallye. Ainsi, la 3e place de René Develay
Sa R5 Turbo a toujours été juste derrière les deux leaders. C'est vrai que c'est une épreuve qui me réussit et que j'aime bien, et c'est la raison pour laquelle je tenais à y être pour l'ouverture de la scène de l'année. Et bon, on avait fait une fois 4e, une fois 3e, on espérait cette année 2e, mais on se contentera de la 3e place. Le 4e, c'est Jean-Jacques Barbara. Ce week-end, en réalisant 2 temps scratch, il a prouvé qu'il pouvait lui aussi faire de l'ombre à son frère. Palme de la malchance pour Paul Molon. Normalement, il aurait dû finir 5e, mais la dernière spéciale a été fatale à l'Opel Manta. Par contre, tout s'est bien terminé pour Olivier Wolflé. Le Valenciennois et sa R5 GT Turbo ont remporté hier le groupe N, un groupe très disputé. Le Rallye des Géants, j'avais jamais réussi à le terminer. Apparemment, cette année, ça a marché. Et puis, on a eu beaucoup de bagarres. J'ai toujours eu quelqu'un derrière moi qui venait pour me prendre la première place, une Lancia, une autre Lancia, une autre R5. Et finalement, bon, j'ai réussi à les contenir, mais j'ai eu un peu de chance parce que d'autres ont eu les malheurs dont j'ai profité. Ce qu'on retiendra également de cette 3e édition, c'est le changement de lieu. En quittant l'esplanade de Lille pour la Grand Place d'Armentières, les géants ont trouvé leur public, si on en juge par la foule qui a assisté à l'arrivée hier après-midi. Je voudrais de votre part des applaudissements beaucoup plus publics que tout à l'heure pour Madame la Bétier et Kérémia Sariki, une superbe Fabien Dohenlen n'a pas gagné son pari. Il y a un mois au Rallye des Géants, le Sochalien, très déçu de terminer 2e à 5 secondes de José Barbara, avait promis de revenir dans la région pour prendre sa revanche. Ce week-end, tout le monde attendait donc le duel Dohenlen-Barbara, mais le pilote de la 205 GTI, malgré une belle remontée de la 4e à la 2e place, n'a pas réussi à inquiéter le vainqueur. À Air sur la Lys, Barbara est chez lui, il connaît tous les pièges du parcours, et malgré la pluie, bien que la Porsche n'ait tourné que sur 5 cylindres, il a réussi à maintenir son adversaire à une 50aine de secondes. Pour la 2e fois, Fabien Dohenlen a donc dû se contenter de la 2e place. Je pense que c'est quand même un très bon pilote, hein, faut pas lui enlever ça. Mais on a peut-être eu la chance qu'hier il faisait sec. Bon, on a fait le trou, mais malgré tout aujourd'hui, j'ai quand même fait la moitié des temps scratch. Donc c'est pas le sec ni la pluie qui nous a avancé, ni les chevaux, puisque aujourd'hui on était désavantagés. Oubliez les tensions du Rallye des Géants, hier Dohenlen et Barbara se sont réconciliés sur le podium. Un podium qui aurait pu être le même qu'au Géant si René Develay et sa R5 Turbo avaient pu terminer. Après avoir remporté 7 spéciales, Develay a dû abandonner dans la dernière boucle du rallye, laissant la 3e place à une Porsche, celle du Parisien Michel Nourry. Dans le groupe N, les voitures de série, la bagarre pour les places d'honneur n'a concerné que des R5 GT Turbo, celle d'Olivier Wolflé ici qui finit 7e, celle de Sylvain Blondeau ou de Bernard Meurice. Mais aucun des trois n'a pu rattraper Philippe Lefebvre qui termine dans les 5 premiers après avoir remporté une spéciale devant Barbara. Lefebvre, un habitué du rallye Cedico. J'ai déjà été habitué un petit peu à faire un succès à Air sur la Lys puisqu'il y a comme 3 ans j'ai fait 3e au scratch derrière Evans et Barbara. La R5 GT Turbo est une voiture qui va très très bien sur l'eau et je pense qu'elle peut avoir des performances très intéressantes dans des conditions climatiques. Philippe Lefebvre aurait même pu finir à la 4e place, mais dans la dernière boucle, il a été devancé par Paul Molon et son Opel Manta. Cette 7e édition du Cedico a été un gros succès, tant du côté des concurrents, 130 au départ, que du public. Malgré la pluie, il y avait beaucoup de monde hier sur le parcours. Les organisateurs ont même dû annuler la dernière spéciale, justement parce qu'il y avait trop de monde. Premier essai concluant pour François Delecourt au volant de la 309 GTI de l'équipe Peugeot. Certes, la voiture souffre d'un handicap de puissance, mais le nordiste a de l'énergie à revendre. Sa 6e place à l'arrivée en est l'illustration. Début prometteur également pour la 205 Rallye de Jean-Marc Evans, mais en début de 2e étape, un rocher a renvoyé la 205 en fond de classement. Chez les prétendants au titre de champion de France, celui qui s'en est le mieux sorti, c'est François Chatriot. Débarrassé de la Lancia de Bruno Sabi après la 7e spéciale, Chatriot a imposé sa BMW M3 et remporté le premier rallye de la saison.
Tout s'est joué au cours de la 3e étape entre Alba Serena et Calvi. Une véritable hécatombe. Sur les 12 premiers, 5 ont abandonné. Bruno Sabi, victime d'une panne d'embrayage. Le Belge Patrick Snayer, se boîte de vitesse cassée sur sa Toyota. César Baroni, dont la Sierra a quitté le rallye sur une sortie de route. L'Espagnol Carlos Sainz, là c'est un problème de transmission et de moteur qui a obligé la Toyota officielle à se retirer. Et enfin, François Delecourt, une panne d'allumage l'a empêché de prendre le départ de la 21e des 23 spéciales. Dommage, car jusque-là, le nordiste avait mené sa 309 dans les 10 premiers, malgré un moteur qui avait du mal à suivre le rythme. Au moment de son abandon, Delecourt était 9e à 17 minutes du leader Didier Auriol. Comme l'an dernier, Auriol, vainqueur du Tour de Corse, mais cette fois-ci sur une Lancia. Didier Auriol qui a repris la tête du rallye après la 17e spéciale devant la BMW de François Chatriot. Malgré l'abandon de Delecourt, il y a un motif de satisfaction dans le clan nordiste à l'issue de ce Tour de Corse grâce au résultat de Jean-Marc Ivens. Au volant de la 205 Rallye, Ivens a réalisé un véritable exploit pour sa 2e participation en Corse. Il a effectué une course sans faute. Sa 205 Rallye termine 12e malgré ses 130 chevaux. À Ajaccio, les Corses n'en sont pas encore revenus. « 123 concurrents au dernier rallye des géants, 130 au rallye Sédico, 107 ici à Béthune. Si les rallyes nordistes ne manquent pas de participants, ce sont par contre les vainqueurs potentiels qui font défaut, au risque d'engendrer la monotonie. » Qui, à votre avis, a le plus de chances d'être sur le podium ce soir? Comme d'habitude, Barbara, je pense. Nourri aussi, et Develay. Je me place en 3 ou 4e position. À la première place, comme d'habitude, je pense que José est très bien placé, et puis on verra ce que Fabien Dorlaine arrive à faire. Mais bon, je crois que c'est quand même les 2 favoris de la course. José Barbara, c'est un peu l'épouvantail. Déjà 2 victoires en 89, il n'a pas encore trouvé d'adversaire à sa taille. Il doit pouvoir venir nous chercher, mais j'ai pas l'intention de me laisser faire. Il faudrait que quelqu'un vienne avec une grosse voiture, aussi puissante que la sienne, et pour bagarrer un peu, essayer de déloger la première place. Au départ de ce rallye, comme des précédents, il ne manque pourtant pas de voitures puissantes. Au hasard, 3 autres Porsche 911 comme celle de José Barbara, une BMW M3, 2 Alfa 75, 4 R5 Turbo. Le problème est donc bien du côté des pilotes. Il y a peut-être une histoire de voiture déjà au départ parce qu'on sait qu'il a beaucoup de chevaux, mais bon, peut-être également un petit peu de talent parce qu'on sait qu'il en a beaucoup. Il manque quelqu'un qui est très à l'attaque et surtout une grosse auto. Et je pense qu'avec une voiture comme la sienne, avec un bon pilote, style Vernier, Jean-Marc Ivens, Delecourt, on peut le chercher José. Cet après-midi, encore une fois, José Barbara a prouvé qu'il était donc le bon pilote dans la bonne voiture. Après la première étape, il est actuellement en tête avec 11 secondes d'avance sur René Develay et sa R5 Turbo. Mais Develay a remporté 4 des 6 premières spéciales. 3e, le Normand Michel Nourri et sa Porsche à 27 secondes. 4e, Fabien Dohenlen à 1 minute. La hiérarchie est donc respectée. Quel pilote pourrait venir la troubler? José Barbara a bien une petite idée. Il y a mon frère Jean-Jacques avec sa Nissan 240 RS qui tout doucement fait son chemin. Au géant, il a fait 1 ou 2 spéciales avant moi, au Sédico aussi. Pourquoi pas un Barbara pourrait en cacher un autre, hein, ça c'est déjà dit. On applaudit José Barbara, 3e victoire d'affilée. C'est sur l'image désormais habituelle d'un José Barbara victorieux que s'est terminé ce 14e rallye de Béthune. La 3e victoire consécutive du pilote de la Porsche a été sans surprise et sans problème. Samedi soir, au départ de la 2e étape, Barbara avait une dizaine de secondes d'avance. Un écart qu'il s'est contenté de maintenir pendant l'étape de nuit pour ramener sa Porsche à l'arrivée à Béthune sans une seule égratignure. Le seul qui aurait pu l'inquiéter, c'est René Develay. Avec sa R5 Turbo, le poissonnier d'Hénin-Beaumont a remporté 5 spéciales sur 14. Déjà 3e au rallye des géants, Develay a prouvé qu'il était un vainqueur potentiel, mais il doit encore s'en convaincre lui-même. Il reste encore quand même du chemin à faire. Je sais où je pêche et il y a pas mal de points qui pourraient améliorer. C'est pas forcément sur la conduite, mais plutôt sur la préparation, là où vraiment je suis trop négligent ou à côté de passer professionnel de ce côté-là.
Voilà Chantal qui vient féliciter son adversaire. René Develay termine deuxième à 30 secondes de José Barbara. À la troisième place, on retrouve Fabien Dohenlen et sa 205 GTI. Bien que souvent distancé sur les portions rapides par les deux premiers, le Sochalien remporte une nouvelle fois le groupe A sans être inquiété. C'est dans le groupe N que la bagarre a été la plus passionnante, avec un vainqueur inattendu, le Dunkerquois Dominique Bourson. Bourson vient tout juste de s'acheter cette Lancia Delta intégrale de 220 chevaux. Pour sa première sortie, le résultat est tout à fait concluant, 7e au général et victoire de groupe juste devant la R5 GT Turbo de Sylvain Blondeau. Pour 14 secondes, Blondeau se contente de la deuxième place du groupe N, mais c'est son meilleur résultat depuis le début de la saison. L'an prochain, le rallye de Béthune devrait compter pour le championnat de France 2e division, comme le Touquet ou le Charlemagne. Les organisateurs se sont préparés à cette éventualité. Nouveau tracé, sécurité accrue et changement de nom. Désormais, c'est le rallye de Béthune et de sa région. Cadre inhabituel pour un rallye, c'est devant l'immeuble du Conseil régional de Midi-Pyrénées qu'avait lieu cet après-midi les vérifications de cette troisième épreuve du championnat de France. Au départ, 80 voitures avec comme favorites les BMW de Béguin et Châtriot, la Lancia de Saby et la Ford de Baronnie, tout aux alentours de 300 chevaux. Avec des voitures moins puissantes, l'équipe Peugeot fait figure d'outsider depuis le début de la saison, mais ses ambitions augmentent. Les problèmes de moteur semblent résolus sur la 309 GTI de François Delecourt. Delecourt, qui avait terminé 6e à l'Alpin-Béra, espère faire mieux ici, sur les routes du Rouergue. Ce que j'espère de faire avant tout, c'est d'attaquer le plus possible, puisque, comme je vous disais, on n'a que 175 chevaux. La voiture, en plus, dispose d'un train avant élaboré par le Peugeot Talbot Sport, qui est littéralement fabuleux. Donc, elle nous permet des passages en courbe très très rapides, très impressionnants, ce qui pallie un petit peu au manque de puissance. Et donc nous permet de croire qu'on peut figurer dans les 5 premiers ce soir. L'objectif chez Peugeot est de ramener les deux voitures à l'arrivée. Si Delecourt vise une place dans les 5 premiers, Jean-Marc Ivens, lui, espère rentrer dans les 10. Ivens, qui retrouve Philippe Kropsel comme copilote, a prouvé au cours du Tour de Corse que la 205 Rallye, malgré ses 130 chevaux, pouvait aller très vite. Une petite inquiétude, cependant, ce matin, le moteur de la 205 n'était pas au mieux de sa forme. Actuellement, on a un tout petit trou au niveau de l'accélération, mais c'est pas grave. Je pense que ça va se résorber pendant la course, mais c'est pas ce qui va nous faire perdre du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Disons, à la reprise, nous avons un trou à partir de 4000 tours, qui fait qu'à chaque changement de vitesse, la voiture chute un peu en régime. Bon, mais je pense que comme la mécanique est toute neuve, ça va se résoudre pendant la course. Curieusement, Delecourt et Ivens trouvent que ce rallye leur rappelle les routes du Nord-Pas-de-Calais. L'arrivée de la première des 3 étapes est prévue aux alentours d'1h du matin à Rodez. Jean-Marc Ivens, la décontraction, François Delecourt, le sérieux, ce sont les deux visages de l'équipe Peugeot 89. Deux pilotes nordistes dans une équipe qui n'a rien à voir avec celle qui a été championne du monde il y a quelques années. L'équipe des concessionnaires Peugeot en championnat de France, c'est une vingtaine de personnes et des ambitions limitées faute de véhicules puissants. La 309 GTI de Delecourt fait 175 chevaux, la 205 Rallye de Ivens a un moteur de 1300 cm3, c'est insuffisant pour espérer remporter un rallye. À Toulouse, au départ de ce critérium du Rouergue, l'objectif était de mener les deux voitures jusqu'à l'arrivée, avec Delecourt dans les 5 premiers et Ivens dans les 10. Mais le sort et la mécanique en ont décidé autrement. Vendredi soir, la 309 a été une des premières voitures à abandonner. On a effectivement abandonné dans la spéciale numéro 4 sur un problème d'injection. La voiture s'est arrêtée sur la ligne de départ, on n'a pas pu redémarrer. Un abandon d'autant plus frustrant que pour la première fois de la saison, François estimait avoir un moteur efficace. Cette déception n'ôte rien à ses qualités de pilote. À 26 ans, Delecourt est beaucoup plus qu'un espoir. François est en passe de faire une belle carrière. C'est quelqu'un qui est animé d'une volonté farouche de réussir, qui est très à l'écoute de ce qu'on lui dit, qui se conduit vraiment en professionnel cette année depuis son intégration à l'équipe des concessionnaires Peugeot France.
Pour sa deuxième saison consécutive chez Peugeot, Jean-Marc Evans, lui, s'est taillé une réputation de pilote spectaculaire. Désormais, à chaque rallye, ses supporters l'attendent avec impatience. Au Rouergue, ils sont restés sur leur faim, car comme la 309, la 205 rallye a été victime d'une panne mécanique dès samedi. François Delcourt, une panne électrique, c'est vraiment là pas de chance. Là, un culbuteur qui casse, on a fait un rallye de la Corse avec 1600 km au total, on n'a eu aucun problème. Et là, on fait depuis le départ 100 km et on casse le moteur. Alors, on attribuait ça à quoi? À la malchance, à la mauvaise préparation? Moi, je dirais plutôt la malchance. 2 abandons sur panne mécanique, le bilan est plus que maigre pour l'équipe Peugeot qui préfère oublier ce rallye. Le prochain rendez-vous est fixé au début juin au Garrigues, en espérant que cette fois les voitures tiendront la distance. Il n'y a pas eu d'erreur de fait, l'équipe technique a bien travaillé en amont, elle a elle-même des problèmes d'approvisionnement de pièces, de suivi, d'amélioration et un calendrier très chargé. Déçu par ce week-end à Rodez, Delecourt est immédiatement reparti à Paris. Evans lui est allé en simple spectateur voir passer la voiture du vainqueur, la Lancia de Bruno Sabi. Impressionnant. Ça c'est une voix quelque chose. On rentre à fond et plus à fond. Une cinquantaine de pilotes au départ, 27 à l'arrivée et un classement général joué dès la première spéciale. Au palmarès du second rallye Janachette, 2 Picards, l'Amiénois Hindley sur Golf GTI et le Compiègnois Lefebvre sur R5 GT Turbo, respectivement second et troisième à l'arrivée. À la première place, la Porsche 911 de José Barbara, un des rares pilotes venus du Nord. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas d'autres pilotes qui viennent du Nord pour courir ce rallye ? Je ne sais pas, mais sans doute parce que les spéciales du rallye de Beauvais, ce sont des vraies spéciales dans un rallye, parce qu'elles sont vraiment très étroites, très sinueuses. Alors peut-être que c'est peut-être pour ça qu'ils viennent pas, je sais pas. Qu'est-ce qui vous pousse à vous déplacer du Pas-de-Calais jusqu'à l'Oise pour courir ce rallye? Le plaisir de rouler, et puis le rallye de Beauvais, on est venu l'année dernière, on n'a pas gagné, et j'étais venu donc cette année pour gagner. Paris tenu pour Barbara et son copilote Gilles Guillon, venu de FR3 Lille. En tête de 7 spéciales sur 9 à l'issue des épreuves de jour, l'équipage a réussi à conserver son avance dans l'étape de nuit, malgré un tête-à-queue dû à une erreur de copilotage. Mais la vedette des spéciales nocturnes restera Philippe Lefebvre, qui l'a emporté 2 fois sur 4, malgré des problèmes d'alternateur qui lui ont valu 40 secondes de pénalité. Un Lefebvre lui aussi déçu par l'absentéisme nordiste. Moi, j'habite dans l'Oise, j'hésite pas à me déplacer pour faire des rallyes dans le Nord, et malheureusement l'inverse ne se produit pas, alors que, connaissant tous les rallyes du Nord comme je les ai déjà fait de nombreuses fois, je peux vous affirmer que les spéciales ici sont certainement beaucoup plus belles que dans le Nord. Pourquoi ces réserves chez les nordistes? Sûrement parce que les sollicitations sont trop nombreuses pour les coureurs de la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Peut-être parce que les pilotes picards chez eux, presque en terrain conquis, deviennent alors des adversaires redoutables. C'est sûr que le fait de bien reconnaître et de bien connaître les épreuves permet de repousser encore un petit peu la limite de la voiture et de connaître parfaitement le secteur permet de freiner un petit peu plus tard, d'être vraiment bien partout. Résultat des courses, 2 Picards sur le podium, plus 2 belles performances beauvaisiennes, la 6e place de l'Espagnol sur R5 GT Turbo et la 11e position de Forestier sur 205 GTI. Dans le parc fermé, tous les pilotes semblaient satisfaits, seules ombres au tableau, l'ambiance un peu morose qui régnait à l'arrivée à 3h30 du matin, et puis surtout l'avenir incertain du rallye de Beauvais. Vous allez quand même persévérer l'année prochaine? On vous donnera la réponse d'ici quelques jours, parce qu'il est sûr que c'est beaucoup de travail, le comité d'organisation est réduit, il y a des problèmes de financement, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. On est sollicité beaucoup, il semble que les concurrents soient contents et ont envie que ça continue. Janachette 3e, ça devrait être pour 1990, si tout va bien. Le revêtement est nettement meilleur. Pour avoir fait pendant 2 tours la voiture balai. Décidément, le sport automobile intéresse les sportifs de haut niveau. Après Stéphane Roche, voici Nicolas Hénard, le champion olympique de voile, effectue aujourd'hui ses débuts de copilote aux côtés du Dunkerquois Philippe Vérac.
Pour ses débuts, Nicolas Hénard n'a pas choisi la facilité puisque le Touquet édition 89 offre un plateau particulièrement relevé. Outre les pilotes nordistes, il y a 25 engagés de la Coupe R5 et une douzaine de participants au championnat de 2e division. C'est d'ailleurs un de ces derniers qui a été le plus vite en action cet après-midi. Le Lorrain Philippe Kruger, sur la BMW numéro 2, était en tête à l'issue des 3 premières spéciales. Pas pour longtemps. Malheureusement pour lui, Kruger a dû abandonner au parc d'assistance du Quelier. La BMW n'avait plus de frein. Un abandon qui fait les affaires de José Barbara, qui était alors 2e à 4 secondes. Barbara, qui a gagné tous les rallyes depuis le début de l'année, est décidé à remporter aussi le Touquet. Bon, j'en ai gagné 4 jusque maintenant, pourquoi pas 5? Et j'ai envie de gagner le Touquet. Même s'il y a les leaders du championnat de 2e division. Oui, avant la première spéciale, je doutais un peu. Maintenant, je ne doute plus. À l'issue de la première boucle de la journée, les pilotes les plus menaçants pour José Barbara étaient Sylvain Polo et Henri Deponce, 2 des leaders de la Coupe Renault, dont les R5 GT Turbo avaient fait forte impression l'an dernier au rallye RVN. Derrière eux, on retrouve la Sierra de Jacques Tassot, le leader du championnat de 2e division, mais le pilote de Saint-Étienne, qui vient au Touquet pour la première fois, n'envisage pas de rivaliser avec la Porsche de Barbara. Je pense que ça va être très très difficile, d'autant plus que je dispute le championnat de 2e division, que José Barbara court avec une groupe F qui ne marque pas de points. Donc si sans trop en rajouter, je suis dans ces temps, j'aviserai peut-être, mais je pense que je vais... Je sais pas encore, je connais pas ces temps, mais je pense pas que je dispute le scratch avec Barbara. C'est-à-dire que s'il est devant vous, vous n'irez pas le chercher? Il me semble pas, à moins que je sois très près. En fait, tout va pour le mieux pour Jacques Tassot. Avant même la fin de la première étape, il était déjà débarrassé de ses principaux adversaires au championnat. Outre Philippe Kruger, le Lyonnais William Audou avait lui aussi abandonné. Il ne reste plus à Tassot qu'à terminer le rallye et à empocher le maximum de points pour conserver sa place de leader. L'ambiance était plutôt à la décontraction samedi soir au départ de la 2e étape du rallye du Touquet. Pourtant, les écarts étaient minimes. Après la première étape, les 7 premiers se tenaient en 1 minute et seulement 15 petites secondes séparaient José Barbara de son second, Jacques Tassot. Dans ces conditions, normalement, rien n'était joué. Il restait encore 9 spéciales à parcourir avant l'arrivée. Pourtant, cette 2e étape va apporter peu de changements en tête, chacun courant pour sa propre catégorie. Pour le Stéphanois Jacques Tassot, il s'agit de marquer des points au championnat de France 2e division, dont il est le leader. Il faut donc rallier l'arrivée. Idem pour Sylvain Polo et sa R5 GT Turbo. Leur objectif, c'est la Coupe Renault qu'ils dominent depuis le début de l'année. Pour le spectaculaire Patrick Magot et son AX Sport, l'important, c'est le trophée Citroën. Et pour Dorothée Jacquemin, c'est le championnat de France féminin de 2e division, où elle est en tête actuellement. Comme José Barbara ne marque des points dans aucune de ces catégories, ça ne dérange personne qu'il gagne le rallye. Dès les premières spéciales de la 2e étape, le pilote de la Porsche accentue son avance de 4 secondes et se contente de maintenir ensuite ses suivants à distance. Jacques Tassot et sa Sierra Cosworth se signent 3 temps scratch en début de soirée, puis lui aussi se contente d'assurer une 2e place qui lui permet de marquer 20 points de plus au championnat. Au regroupement de Saint-Josse, à 2 h du matin, les jeux sont faits. José Barbara se dirige vers sa 5e victoire consécutive. Mais j'aurais pu attaquer un tout petit peu plus quand même, oui. C'est désagréable, on est entre l'envie d'attaquer et puis l'envie de marquer des points et on ne sait pas trop où on en est. C'est des courses pas très plaisantes, j'aime pas trop. Heureusement pour les spectateurs, au sein de la Coupe Renault, le suspense va durer une grande partie de la soirée. Samedi soir, Sylvain Polo n'avait que 11 secondes d'avance sur le Bordelais Henri Deponce et 12 sur le Vosgien Pascal Macrère. Une bagarre à coups de seconde, dont Polo va sortir une fois de plus vainqueur. Avant la dernière boucle, le Méridional en avait 18 d'avance. 18 secondes, c'est déjà un gros écart à la coupe parce qu'on se bat à coups de secondes. Par spécial, c'est 2 secondes, 1 seconde. En 18 secondes, normalement, ça devrait suffire pour arriver premier à l'arrivée. La bagarre au sein de la coupe permet à Sylvain Polo de finir à la 3e place, derrière Barbara et Tassot, et devant une nuée de R5 GT Turbo. À l'arrivée, il y en a 6 dans les 10 premiers. Seuls René Develay et sa R5 Tour de Corse sont parvenus à se glisser dans le lot à la 7e place. La première voiture du groupe A, c'est la Golf GTI du Picard Michel Hindley. Il finit 9e et remporte le groupe après l'abandon de la Sierra Cosworth de Patrick Postillon qui était 3e à la fin de la première étape.
Les vainqueurs, José et Chantal Barbara et leur Porsche 911, deuxième victoire au Touquet, une victoire encore sans problème. José et Chantal Barbara. Je m'attendais à devoir quand même attaquer davantage et bon, on a terminé avec 37 ou 38 secondes d'avance, bon, c'est pas mal. Après ce succès, on voit mal qui pourrait empêcher José Barbara de continuer sur sa lancée. À mi-saison, le titre de champion de Ligue 89 lui est déjà pratiquement assuré. À croire que la différence de puissance n'est pas un handicap quand on a le talent, François Delecourt l'a encore prouvé sur les routes des Vosges ce week-end. Sa 309 GTI a beau avoir 120 chevaux de moins que les Ford Sierra et les BMW, cela n'a l'a pas empêché de terminer à la 4e place. 5e samedi matin, Delecourt a su conserver et même augmenter son avantage sur son suivant immédiat, le Suisse Jacques Hillard sur Ford Sierra. Samedi soir, la 309 GTI a même réalisé le 2e temps scratch dans une des dernières spéciales. Après sa 5e place au Garrick, c'est la meilleure performance du pilote nordiste depuis le début de la saison. Par contre, pour Bruno Sabi, ce rallye s'est plutôt mal terminé. Ce premier incident alors qu'il était en tête, puis une deuxième sortie de route et l'abandon. Des malheurs également pour François Chatriot. Le pilote de la BMW M3 a perdu 6 minutes dans un fossé samedi matin, après quoi il a effectué une remontée extraordinaire, mais son retard était trop important pour être comblé. Chatriot termine 2e à 4 minutes 03 du vainqueur et garde ainsi la tête du championnat de France. Le vainqueur, le voici, Pierre-César Baroni. Ce week-end, le pilote officiel Ford France a remporté son premier rallye. Une victoire surprise qui a le mérite de relancer le championnat. À mi-saison, Baroni est maintenant 4e à 20 points de Chatriot. Delecourt, lui, est 7e avec 22 points. En 25 ans, les 24 heures d'Ypres ont beaucoup évolué. La première édition, qui a eu lieu en 1965, ne durait que 6 heures, l'espace d'un samedi après-midi. Maintenant, l'épreuve se déroule sur 3 jours et nécessite la présence de 3000 personnes pour l'organisation. Le plus important rallye de Belgique est aujourd'hui devenu un des grands rendez-vous du championnat d'Europe. Tous les ans, depuis 1974, Ypres, c'est l'occasion pour les meilleurs pilotes européens d'affronter les Belges sur leur terrain. Cette année, le leader du championnat, c'est Yves Loubet. Le pilote français fait partie de la Scuderia Griffon, l'équipe italienne qui a remporté le titre européen l'an dernier. Sur sa lancée intégrale, depuis le début de saison, Loubet a remporté le rallye de Costa Brava et a terminé 2 fois 2e. Mais à Ypres, Loubet a un désavantage, la méconnaissance du terrain. C'est seulement sa 2e participation. En 82, il avait abandonné alors qu'il était en tête du groupe N. Le premier objectif, c'est tout d'abord une victoire. Bon, ensuite, on verra. Bon, si on n'arrive pas à suivre le rythme des furieux, on essaiera de rouler pour marquer le plus de points. Mais avant tout, je veux partir vite pour voir à peu près où on en est par rapport au tout meilleur et on verra. Pour ce rallye, Yves Loubet bénéficie de la présence d'un conseiller avisé en la personne de Fabrizio Tabatone, le champion d'Europe en titre, 4e à Ypres l'an dernier. Reste à savoir si cet argument sera suffisant face au grandissime favori, le Belge Robert Droemans, qui cet après-midi savourait les derniers instants de calme avant le départ dans un hôtel isolé à quelques kilomètres d'Ypres. Le pilote du Limbourg vise lui aussi le titre de champion d'Europe. Lui aussi a à ses côtés un spécialiste, le champion belge Gilbert Staplaar. Staplaar, triple vainqueur à Ypres, s'occupe maintenant de l'équipe FINA dans le championnat d'Europe. En 9 participations, Droemans a déjà gagné 2 fois les 24 heures, alors pourquoi pas une 3e? C'est Ousners, Yves Loubet ou moi qui gagne le 24 heures d'Ypres. Ce sera plus difficile que l'an dernier? Ici, pour nous, non. Remporter les 24 heures, c'est primordial. C'est déjà primordial depuis le début de saison. FINA, notre nouveau sponsor, nous a demandé d'abord de faire le championnat d'Europe, mais surtout d'essayer de remporter les 24 heures d'Ypres, comme on a fait l'année passée. Une nouvelle victoire à Ypres permettra à Robert Droemans non seulement de revenir sur Yves Loubet, mais aussi d'effacer un mauvais souvenir. Au dernier rallye des Garrigues, sa Ford Sierra a été entièrement détruite par un incendie. Son équipe a dû en préparer une autre en l'espace de 15 jours.
Robert Droogmans avait le sourire la nuit dernière à l'arrivée de la première étape. À Ypres, à Mirali, le pilote belge a déjà pris une sérieuse option sur la victoire finale. Hier soir, dans un style très impressionnant, Droogmans et sa Ford Sierra ont dominé la première partie de l'épreuve en remportant la plupart des spéciales. Avant le départ de la deuxième étape, il compte 1 minute 30 d'avance sur la BMW M3 d'un autre pilote belge, Marc Duez, ici avec le numéro 7. Principale victime de cette première étape, Patrick Snijers. En tête pendant les 3 premières spéciales, le champion de Belgique a dû abandonner à cause d'une fuite d'huile sur la boîte de vitesse de sa Toyota. L'autre perdant de la soirée, c'est Yves Loubet. Le Français est actuellement 4e avec 3 minutes 31 de retard sur Droogmans, c'est beaucoup. Mais Loubet a pris 1 minute 20 de pénalité après avoir dû changer un arbre de roue. Le leader du championnat d'Europe va devoir attaquer cet après-midi pour remonter au classement. Autre fait spectaculaire de la première étape, la sortie de route de la Ford Sierra de l'anglais Rob Barry. Le pilote et sa copilote ont juste été un peu secoués. La voiture, elle, va beaucoup moins bien. L'an dernier, Robert Droogmans avait remporté les 24 heures d'Ypres après avoir réalisé une superbe remontée pendant la deuxième étape. Cette année, le pilote flamand a creusé l'écart dès le premier jour. Constamment à l'attaque, Droogmans a réalisé un véritable festival avec sa Ford Sierra pour rentrer à Ypres la nuit dernière avec 1 minute 30 d'avance. Le 3 premières spéciales, on a un petit problème avec des pneus, chauffé trop vite, mais après, dans la nuit, pas de problème. Depuis cet après-midi, Droogmans gère son avance, laissant le second, Marc Duez, sur sa BMW M3 réaliser les meilleurs temps. Marc Duez se rapproche, mais est encore à plus d'1 minute du leader, devant la Ford Sierra de Jean-Pierre Van de Vover qui est 3e. Cela fait 3 Belges aux 3 premières places. Manque à l'appel le champion de Belgique en titre, Patrick Snijers. Il a dû abandonner dès hier soir, boîte de vitesse cassée sur sa Toyota après avoir remporté les 3 premières spéciales du rallye. L'autre grand malchanceux de la soirée d'hier a été Yves Loubet. 2e après la première boucle derrière Droogmans. Loubet a écopé d'1 minute 20 de pénalité après avoir dû s'arrêter pendant 16 minutes pour changer un arbre de roue sur sa Lancia intégrale. Loubet a terminé la première étape en 4e position à 3 minutes 31. Un Loubet déçu et blasé à la fois. Depuis le début de la saison, à chaque rallye, il est victime de problèmes mécaniques. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, je suis habitué. Alors, on part, une catastrophe. Après, il faut revenir. Bon, en espérant qu'on puisse revenir. Bon, là déjà, bon, ce soir, à partir du moment où on a eu nos problèmes, on a fait quand même une course qui était pas mal. Bon, j'espère demain faire beaucoup mieux. Loubet est lui aussi à l'attaque. Sa Lancia se rapproche peu à peu de la Ford Sierra de Jean-Pierre Van de Vover. Cela promet une belle bagarre jusqu'à l'arrivée à 2 h du matin. Une belle bagarre pour le plus grand plaisir du public. Comme tous les ans, il y a foule sur le parcours. Seul regret de cette édition 89, le peu de concurrents nordistes. Il n'y en avait qu'une dizaine au départ. Pour l'instant, le mieux classé, c'est Michel Lotellerie, 31e sur sa 205 GTI. Avec du soleil, de la bière et 3 pilotes nationaux aux 3 premières places, les supporters belges garderont un bon souvenir de cette 25e édition des 24 heures d'Ypres. Une édition 89 dominée par Robert Droogmans et sa Ford Sierra ici dans le village de Westouter samedi après-midi. Course sans problème pour Droogmans, en tête dès vendredi soir. Derrière lui, Marc Duez et sa BMW M3 avaient 1 minute 30 de retard dès la première étape. Pour la 3e place, les écarts étaient plus serrés entre d'une part le Belge Jean-Pierre Van de Vover sur Ford Sierra, leader du championnat de Belgique, et Yves Loubet sur Lancia, leader du championnat d'Europe. Un Loubet handicapé vendredi par des problèmes mécaniques et 1 minute 20 de pénalité. Il avait décidé d'attaquer pour atteindre au moins la dernière marche du podium. Objectif atteint samedi soir à la nuit tombante. Loubet à l'attaque. Spécial après spécial, la Lancia se rapproche de la Ford Sierra et reprend la 3e place à l'arrivée de la 31e des 38 épreuves spéciales. Van de Vover, lui, était toujours confiant. Je ne sais pas combien ils m'ont mis au Camel. De toute façon, on va quand même essayer de garder la 3e place. Pour le championnat de Belgique, ce serait bien. À ce moment-là, Loubet avait 45 secondes d'avance sur Van de Vover. Là, on est passé devant depuis deux épreuves. Et sinon, ça se passe bien? On essaie de faire pour le mieux, mais toujours... Mais le sort va se retourner contre le Français. Quelques kilomètres plus loin, Loubet abandonne, le moteur de la Lancia n'a pas tenu le coup. Un abandon qui arrange bien les affaires de Robert Droogmans. Malgré quelques temps scratch signé par Marc Duez samedi après-midi, Droogmans réussit à conserver la première place et même à porter son avance à 2 minutes 06.
Dimanche matin, il rentre à Ypres en vainqueur pour la deuxième fois consécutive. Dans l'euphorie générale, Brugman savoure une victoire qui lui permet de prendre la tête du championnat d'Europe avec 100 points d'avance sur Loubet. Succès total pour le pétrolier Fina. Les 3 premières voitures portent ses couleurs. Le premier nordiste, lui, est loin mais content. Pour son retour à la compétition, Dominique Perrard finit 28e. On a arrêté de courir tous les deux en fin 87. On a dit que si on recommencerait une fois de temps en temps, occasionnellement, et avec une préférence pour Ypres. On refait Ypres cette année avec un coup chanceux. On se retrouve à la fin, on termine premier nordiste. Je crois qu'on rentre dans les 30 premiers. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus ce soir? Visiblement, je suis un garçon comblé et je crois que Bernard est comme moi. Et on a eu beaucoup de chance et on est très heureux. Ypres 89 n'avait attiré que 12 équipages de la région. Derrière Perrard, Bayeul, Honrat et Berthelot sont à l'arrivée. C'est peu. Il y avait du beau monde au départ, 3 BMW, 4 Ford Sierra, 2 Porsche, mais pas de révolution à l'arrivée de ce 3e rallye de Calais. Car ceux qui en doutaient encore en sont désormais convaincus, José Barbara est bien le plus fort. Il l'a encore démontré, la Porsche est puissante, elle est fiable, le pilote a un bon coup de volant et visiblement c'est suffisant pour tout gagner depuis le début de la saison. À Calais, José Barbara a remporté sa 6e victoire consécutive, une victoire sans problème, sans prendre de risques inutiles. À partir de la première boucle, le champion de Ligue a maintenu une poignée de secondes entre lui et ses 3 principaux adversaires. Le plus dangereux a été le Parisien Denré, venu à Calais pour essayer la nouvelle BMW M3 de Silky Sport. Denré espérait bien être le premier à battre Barbara, mais la BMW a été devancée par la Porsche dans la plupart des spéciales. Une sortie de route dans la dernière boucle lui a même fait perdre près de 2 minutes, ainsi que la 2e place au classement général. Une erreur dont a bénéficié Fabien Dohenlen. Le Sochalien et sa 205 GTI sont maintenant des habitués des rallyes nordistes. Comme au Géant et au Cédico, Dohenlen termine 2e à 59 secondes derrière Barbara et remporte le groupe A. Le vainqueur du groupe N, lui, est un revenant, le Picard William Macias. Après 3 ans d'absence, Macias a effectué un retour plus que prometteur. Avec sa nouvelle Ford Sierra Groupe N, il est resté en contact avec les 3 premiers pendant tout le rallye, un client sérieux pour les prochaines épreuves de la saison. Derrière ces 4 pilotes qui avaient creusé l'écart dès le premier tour, la lutte a été chaude pour les places suivantes. Une bagarre au finish entre la BMW M3 de Patrice Hainaut, longtemps 5e, la Nissan de Jean-Jacques Barbara, handicapé par un problème de câble d'accélérateur, la Lancia de Dominique Bourson, auteur d'une remontée spectaculaire, et l'Opel Manta de Paul Molon. Finalement, c'est l'Opel Manta qui terminera en tête de ce peloton, mais loin derrière José Barbara, qui est bien parti pour réaliser le Grand Chelem cette saison. C'est l'accident idiot par excellence. Au volant de sa 205 rallye en championnat de France, Jean-Marc Evans a l'habitude de prendre des risques. Un goût du risque qui a fait de lui un des pilotes les plus spectaculaires et les plus sympathiques qui soient. Pourtant, ce n'est pas à une sortie de route en compétition que Jean-Marc doit d'être aujourd'hui entre la vie et la mort dans le coma dans un hôpital bordelais. C'est un banal accident de la circulation survenu samedi en début d'après-midi près de Cognac en suivant la caravane du Tour de France. Voulant dépasser un caravanier, il s'est donc légèrement déplacé sur la gauche. L'autre personne qui était en face de lui ne l'a certainement pas vu. Donc il s'est aussi déporté sur la gauche pour éviter je ne sais pas quoi. Jean-Marc s'est en fait retrouvé dans l'herbe mouillée. Une voiture dans l'herbe mouillée à 80 km/h, ça fait comme une luge. Il pouvait revenir sur la route, mais il se trouve qu'il y avait beaucoup de spectateurs et il s'est délibérément jeté dans les arbres pour éviter de faire un accident beaucoup plus loin. Depuis samedi, c'est stationnaire, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le coma. Un coma qui a été quand même provoqué par le service hospitalier, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis sous neurosédatif, de façon à ce que, comme aussi il est sous machine respiratoire, que la machine puisse travailler complètement, car il refuse inconsciemment, il refuse cette machine. Organiser un rallye en plein mois d'août n'est pas une gageure. La preuve, le rallye régional de Doulan, un petit rallye fort sympathique pour lequel bon nombre de pilotes n'hésitent pas à interrompre leurs vacances.
Tous les ans, une nuée de R5 Turbo se donne rendez-vous à Bouc-Maison, près de Doulan. On est en plein été. Pourtant, cette année encore, la pluie est venue arbitrer les débats. Premier à prendre la parole, le Normand Duval est victime d'un tout droit dans la deuxième spéciale. Il a dû céder la place aux Ardennais Léofold et Pettinari. Les deux R5 Turbo de l'écurie des Coteaux se retrouvaient ex aequo jusqu'à ce que Pettinari n'abandonne moteur cassé. Léofold pouvait alors s'envoler vers une victoire qui lui avait échappé en 88. Derrière lui, 3 autres R5 Turbo, celle de Duval, Gauthier et Connu devançait la première groupe N, celle de Philippe Lefebvre, décidément imbattable dans les rallyes régionaux cette saison. Autre habitué des honneurs, Luc Dumange et sa 205 GTI qui remporte une nouvelle fois le groupe A. Rallye sympathique donc, mais palmarès sans surprise. Pour la reprise du championnat de France, François Delecourt a frappé fort. Pour la première fois de la saison, il a réussi à atteindre le but qu'il s'était fixé, mener la 309 GTI sur le podium, avec en prime un exploit, un temps scratch réalisé dans le brouillard. La 3e place de la 309 GTI est amplement méritée, car le rallye du Mont-Blanc a donné lieu à une nouvelle démonstration du talent du pilote nordiste. Je pense qu'on a eu surtout un allié avec nous, c'est la pluie, et dans ces conditions la 309 est vraiment fantastique. Elle a un équilibre vraiment dément, et en motricité, tout ce qui relance en motricité, en sortie d'épingle, la voiture est vraiment fabuleuse. On a fait 6e en début de saison au rallye Alpin-Béra, 5e au Garib, 4e à l'Alsace. On a maintenant un objectif un petit peu optimiste, c'est la 2e place, et je pense qu'une épreuve comme les Cévennes serait favorable à un résultat comme ça. Est-ce que la voiture a le potentiel pour y parvenir? Sur le papier, non. Mais vous savez, si au départ du rallye on avait dit aux journalistes à droite à gauche qu'on était 3e, personne ne croyait. Or nous, quelque part, on y croyait vraiment. On savait la conduite de Jean-Marc Ivens, rapide et spectaculaire, sa guérison l'est tout autant. Il y a 1 mois et demi, il est resté pendant 10 jours entre la vie et la mort dans le coma. Aujourd'hui, tout cela, c'est du passé, et même s'il se déplace encore en chaise roulante, Jean-Marc a retrouvé son punch et sa joie de vivre. Depuis mon accident avec l'histoire du coma, il y a des phases que j'ai oubliées, mais depuis que je suis arrivé au centre de l'espoir, vraiment de jour après jour, je récupère de mieux en mieux et je ne peux être que très satisfait. Bon, j'ai le fémur qui est cassé, donc je ne peux pas encore marcher dessus. Et puis après, on est en train de travailler un petit peu tout ce qui est scolaire, tout ce qui est un petit peu cerveau, de façon à voir si on n'a pas de séquelles à cause du coma. Le centre Espoir ALM qui accueille Jean-Marc Ivens depuis 1 mois est un des centres les plus performants d'Europe. 1200 patients par an, dont 60% d'accidentés de la route. Tous les jours, Jean-Marc Ivens fait 5 à 6 heures de rééducation, une rééducation en 2 parties. Une partie physique pour retrouver le plein usage de ses membres, une partie mentale pour faire travailler ses réflexes et sa mémoire. Vous êtes dans le désordre et vous devez retrouver l'ordre logique du texte en regroupant segment par segment. Ça vous oblige à un raisonnement verbal. La fracture d'épaule est pratiquement terminée, la fracture de jambe est en bonne voie d'évolution. Sur le plan du traumatisme crânien, il a quand même, compte tenu de l'importance du coma qu'il a eu, il a quand même encore des difficultés sur le plan de la mémoire, sur le plan des stratégies, sur le plan de la fatigabilité à suivre des épreuves intellectuelles longues. Sur le plan comportemental, c'est un homme qui aura peu de séquelles. Je pense qu'il est redevenu, sur le plan du comportement, pratiquement normal, quoique restant très fatigable sur le plan des capacités intellectuelles. Bonjour, Philippe. Docteur, bonjour. Si sa convalescence continue à la vitesse grand V, Jean-Marc Ivens devrait sortir de l'hôpital dans 1 mois avec l'objectif de reprendre la compétition le plus tôt possible, dès le 11 novembre, au rallye des Cévennes. Jean-Marc attend la date avec impatience, son accident ne lui a pas ôté le goût de la course, au contraire. Ce qui m'est arrivé, je ne risquerai que d'aller plus vite, tant mieux pour nous tous. Avoir un petit coup sur la tête, ça fait ou du bien ou du mal. Mais là, je pense que ça peut aller dans le bon sens.
Interdit par la fédération en 88 parce que se déroulant en ville, le sprint de Villeneuve d'Ascq a fait cette année une réapparition à succès. Succès côté public, il y avait beaucoup de spectateurs le long du parcours, et succès côté concurrent, 93 engagés, c'est plus que pour certains rallyes. Le plus surprenant est que le sprint ne compte pour aucun classement. Le parcours fait 4 km, il est tracé sur un boulevard de la ville, la formule est simple, c'est le spectacle avant tout. Les concurrents font un tour de reconnaissance, puis 4 tours chronométrés. À ce petit jeu, c'est le Lorrain Philippe Krugère sur sa BMW M3 qui a été le plus fort. Krugère a été le plus rapide à chaque tour et c'est lui qui remporte fort logiquement cette 5e édition. Le seul à l'avoir inquiété, c'est Marc Lénier. Avec sa nouvelle R5 Turbo, Marc Lénier a réalisé une belle performance, ne concédant que 6 secondes au terme de l'épreuve. Belle performance également pour Patrice Hainaut, malgré un train arrière faussé après que la BMW ait heurté une bordure. Le pilote d'Autolille est parvenu à conserver la 3e place devant la R5 Turbo de Michel William. 2 BMW et 2 R5 Turbo occupent donc les 4 premières places à l'arrivée. La première groupe N, la R5 GT Turbo de Sylvain Blondeau, termine à la 9e place. À signaler parmi les participants la présence de Plastique Bertrand aux côtés d'Hervé Savoret. Première course en tant que copilote pour Plastique Bertrand et dernière course pour Hervé Savoret qui quitte la compétition après une saison bien décevante. Après avoir terminé 2 fois sur le podium, 3e au Mont-Blanc et au Tour Auto, François Delecourt et sa 309 GTI ont dû se contenter d'un rôle d'outsider au rallye d'Antibes. Sur un tel terrain favorisant la puissance, le handicap de la 309 était difficilement surmontable, d'autant que l'équipe Peugeot s'est trouvée confrontée à des problèmes d'amortisseurs défectueux, rendant la voiture inconduisible. On a cassé les amortisseurs dès le départ de la spéciale. Maintenant, le bilan, c'est une 5e place. On est maintenant derrière De Meyer à 25 secondes, je crois. Le rallye est encore long et je pense qu'il y a un proverbe qui va bien à ce rallye, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Une fois ces problèmes résolus, la 309 GTI est repassée à la 4e place devant la BMW M3 de Dominique De Meyer, mais il était trop tard pour espérer revenir sur le trio de tête. Un trio composé de Chatriot, Baroni et Sabi. Dans la première partie de l'épreuve, Baroni avait fait jeu égal avec la BMW M3 de Chatriot, mais ce dernier a creusé l'écart par la suite pour rentrer à Antibes avec 52 secondes d'avance et remporter à la fois le rallye et le titre de champion de France, le premier pour François Chatriot. Premier coup d'accélérateur pour les 56 pilotes du rallye de Picardie. 14 heures après 2 spéciales, un classement général sans grosse surprise. En tête, toutes catégories confondues, Christian Rigolet, champion de France de 2e division 88, en tête du championnat 89 et favori de l'épreuve. Pour nous, ça s'est pas trop mal passé, étant donné que nous sommes en tête. Mais disons qu'ici, c'est un parcours très rapide où il fallait avoir une vitesse de pointe largement au-dessus des 200 km/h. Donc on a quand même perdu un peu de temps. Derrière le champion de France et 2 suivants dans la course au titre. Philippe Kruger, 3e du championnat, et Jacques Tassot, 2e. Résultat logique. Moins logique, la 6e place du nordiste José Barbara à 40 secondes du leader. Depuis le début de la saison, Barbara a cumulé les victoires. Côté Picard, petite déception pour cette première partie du rallye. Michel Hindley a abandonné dans la 2e spéciale. Le premier régional, Philippe Fleury, est 12e. Le 2e, Patrick Portier, 15e. Pas mal pour son premier rallye, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Je me suis loupé sur la première spéciale. Bon, j'ai pas voulu trinquer trop pour dire assurer un résultat. Puis la 2e, au bout de 3 km, j'ai une durite d'eau qui s'est démanchée de son logement. J'ai fini tout le spécial au ralenti. Ce qui fait que j'ai perdu, bon, je pense, pas une minute, parce qu'Hindley était derrière moi et donc il m'a pas rattrapé, donc c'est pas un gros handicap. La course a repris à 17h et se poursuit en non-stop jusqu'à 3h du matin. Au programme, encore 8 spéciales. Le classement peut basculer d'un instant à l'autre. La pluie a fait son apparition sur le parcours. Cette pluie avantage les petites voitures et gêne les voitures puissantes. Le classement final dépendra beaucoup des caprices du ciel.
Christian Rigolet peut sourire, il a vaincu tous ses adversaires, y compris la plus vieille habituée du circuit, la pluie. Quand au mois de juillet, au mois d'août, on regardait ce soleil magnifique, je me disais c'est dommage, il va pleuvoir le 6 octobre, le jour du rallye. Ça ne rate pas. Tous les ans, où on fait à 80% de chance d'avoir de la pluie. Et ça n'a pas raté, il y a eu 20% de sec et 80% d'eau. Avant le départ, chacun pèse ses chances. S'il ne pleut pas, les voitures à propulsion, puissantes, seront avantagées. S'il pleut, les petites cylindrées pourront jouer les troubles fêtes. Dans la première partie du rallye, surprise, pas une goutte de pluie. Comme prévu, les grosses cylindrées prennent la tête, emmenées par Christian Rigolet, champion de France 88, leader du championnat 89. Au coude à coude avec le premier, Jacques Tassot et Philippe Kruger, respectivement 2e et 3e du championnat de France. Quelques secondes à peine séparent les trois hommes. Derrière les favoris, un petit nouveau, Patrick Portier. Le Picard, champion de ligue de course de côte, s'attaque pour la première fois au rallye. Il pourrait bientôt être parmi les tout meilleurs, mais l'apprentissage est dur. J'ai adapté mes suspensions à cause de la pluie souple, et puis malheureusement il fait sec. Alors je suis mal. Puis les gravillons un peu trop partout, c'est dur. Mais ça va s'arranger, la pluie va arriver. Le soir, changement de décor et surtout changement de climat. Il pleut sans s'arrêter pendant 11 heures de course. Des trompes d'eau ajoutées à une nuit noire. Un temps tout juste bon à mettre une grenouille dehors. Bah, c'est fantastique, une fois de plus, se retrouver au Picardie. Pour moi, c'est la quatrième fois sous l'eau. Alors, ça permet au moins une fois dans l'année d'avoir du 100% en haut. C'est du 100% un petit peu la trouille, mais ça change. Les routes sont très étroites et très souvent en pente, si bien que les chemins font un peu office de ruisseau. Alors, il faut faire avec. Il faut surtout éviter de prendre les bas-côtés, les rigoles d'eau. Parce que les rigoles d'eau, l'auto elle glisse toute seule, inconduisible. Ça se passe, on essaye en fait de rester sur la route, vous voyez. Curieusement, la pluie change peu le classement, mais elle est fatale à quelques-uns. À Patrick Portier, abandon dans la 10e spéciale après avoir été 6e. Abandon également de 6 autres Picards. Et abandon surtout de Jacques Tassot, le grand rival de Rigolet. Le pilote de Bourg-en-Bresse file alors vers la victoire, une victoire sans conteste, 8 spéciales remportées sur 13. Le titre se rapproche à 2 épreuves de la fin du championnat de France. La Picardie, c'était bien. C'était même très bien. Comme en 88, la vedette du rallye des Flandres, c'est Stephen Roche. Dès que la saison cycliste touche à sa fin, l'ancien vainqueur du Tour de France se transforme en pilote automobile. L'an dernier, pour ses débuts, il avait remporté sa classe. Cette fois-ci, avec l'ancienne 205 GTI de Jean-Marc Evans, il a terminé à une très honorable 15e place. Mais pour gagner ce week-end, il fallait une R5 Turbo. Il y en avait 4 dans les 6 premiers, comme celle de Daniel Pettinari et de Viviani Leofold. 2 pilotes ardennais de la même écurie, venus dans le Nord se battre en duel. Un duel remporté par Pettinari sur la numéro 70, auteur de 6 temps scratch sur 9 spéciales. Pettinari a terminé avec 6 secondes d'avance sur Leofold. Vainqueur du rallye des Flandres 89, il succède au palmarès à un autre pilote de R5 Turbo, Philippe Fleury. Fleury qui cette fois-ci a été victime d'un tête-à-queue dans la première spéciale. Malgré une belle remontée, Philippe Fleury n'a pas pu rattraper son retard et se contente de la 4e place à l'arrivée. La performance du jour est due à Luc Dumange. Avec sa 205 GTI Groupe A, il a réussi à se glisser parmi les R5 Turbo à la 3e place. Alors que le vainqueur du groupe N, Philippe Lefebvre, n'est pas très loin non plus. Sa R5 GT Turbo est 5e à 31 secondes du vainqueur. Un écart peu important, mais à l'issue des 3 boucles, les 17 premiers se tenaient en moins d'1 minute. C'est pourquoi tous les moyens étaient bons pour grappiller 1 ou 2 secondes. De
la pluie, du vent, de la boue. Depuis ce matin, il fait un véritable temps de chien sur Avesnes-sur-Helpe pour ce dernier rallye de la saison. Mais parmi les 76 concurrents, il y en a qui aiment ce type de temps. À l'image de Philippe Kruger, dès la première boucle de l'après-midi, le pilote lorrain a creusé l'écart sur ses suivants. 30 secondes d'avance pour la BMW M3. La voiture se comporte bien sur la pluie, elle est saine. Je suis bien équipé en pneus, il faut que la course se passe et puis on verra demain à l'arrivée, mais pour l'instant, tout se passe bien. Une victoire au Charlemagne permettrait à Philippe Kruger de prendre la deuxième place du championnat de France de deuxième division. Ce serait la seule incidence sur ce classement, puisque les autres leaders de ce championnat n'ont pas fait le déplacement à Avesnes-sur-Helpe. Derrière Kruger, on trouve un groupe de 3 voitures qui se tiennent en quelques secondes. La 205 GTI de Fabien Dohenlen, la R5 GT Turbo de Christian Gazot. Gazot, pilote Renault, est venu au Charlemagne marquer des points à la Coupe de France du groupe N. C'est bien parti, il est en tête du groupe. La pluie ne vous gêne pas trop? Au contraire, j'aime bien la pluie et la Super 5 aime bien la pluie aussi, donc ça fait que ça fait un bon duo, je pense. D'autres n'apprécient pas du tout ces conditions météo. C'est le cas de René Develay et de José Barbara. Barbara 4e, juste derrière Gazot. Le champion de ligue qui a déjà gagné 6 rallyes cette année hésite cette fois à attaquer. On a déjà été dans des conditions aussi difficiles et puis j'ai réussi à remonter. On verra tout à l'heure après la deuxième boucle. Après la deuxième boucle, je continuerai à attaquer ou j'assurerai une place. La surprise de cette première partie de rallye nous vient de Stephen Roche. L'ancien champion du monde cycliste a décidément fait de gros progrès au volant de sa 205 GTI. Après les 2 premières spéciales, Stephen Roche était 5e au classement général, juste derrière José Barbara. On savait Stephen Roche très rapide, mais c'était à vélo. Un homme a marqué de son empreinte ce 7e rallye Charlemagne, c'est le Lorrain Philippe Kruger. Avec cette BMW M3, Kruger a surclassé tous ses adversaires ce week-end. Il aurait dû avoir droit à une victoire facile, mais hier matin, l'embrayage de la BM a cassé. Kruger hors course, la physionomie du rallye a changé d'un seul coup. Fabien Dohenlen et sa 205 GTI se sont retrouvés en tête devant la Porsche de José Barbara. Un bouleversement inattendu qui a donné lieu à un final à suspense. Barbara, qui avait renoncé à rattraper Kruger, sentait à nouveau que la victoire était à sa portée. Il restait alors une boucle de 3 spéciales à parcourir. Barbara passe à l'attaque. Au passage de la Porsche, tout le monde surveille son chronomètre. À Bachan, Barbara reprend 18 secondes à Dohenlen. À Beaufort, il en reprend 14. À Ferrières, il en reprend encore 14 autres. C'est beaucoup, mais pas assez. Devant la 205 est trop loin. Cette fois, Barbara s'est réveillée trop tard. J'aurais dû y croire avant. Et quand j'ai réagi et qu'on pouvait encore remonter Dohenlen, il restait 3 spéciales. En 3 spéciales, il fallait lui reprendre 1 minute. Et je n'y ai pas tellement cru tout de suite. Et à partir du moment où j'ai dit qu'il faut remonter, bon, j'ai mis des slicks sur la voiture. C'était pas tout à fait le bon choix compte tenu de la boue qu'il y avait sur la route et des conditions. On a risqué et on a échoué à 8 secondes. 8 petites secondes capitales pour Fabien Dohenlen. Non seulement il remporte son premier rallye de championnat de France, mais surtout il gagne le challenge Peugeot Talbot Sport. Une victoire qui lui permettra d'avoir un volant d'usine l'an prochain. Cela fait 4 ans qu'il attendait ce moment-là. Fabien Dohenlen très ému à l'arrivée. Cette année, j'avais vraiment misé là-dessus. J'ai tout misé là-dessus. Et puis bon, ça venait pas. Et puis au dernier rallye que j'ai fait, ça se réalise. C'est un rallye qui se termine en beauté. Là, la dernière boucle a été dure. A été dure, oui, parce que je pouvais vraiment rien faire contre José. Bon, j'avais pris un peu d'avance hier sur le mouillé. Bon, c'est la course. Hein. Je finis 8 secondes devant. C'est la revanche des géants. Derrière le duel Dohenlen-Barbara, ce rallye a été aussi marqué par un retour, celui d'un grand pilote des années 70, Jean-Marie Jacquemin. Depuis quelques années, il se cantonnait dans les rallyes régionaux. Hier, avec une Ford Syracuse Force qu'il a préparée lui-même, il a remporté le groupe N et terminé 3e. Même si ce n'est plus un espoir, il faudra compter avec lui l'an prochain. Jean-Marc
Evans a retrouvé son éternel sourire. Pour la première fois depuis son accident, il va pouvoir reprendre le volant de sa 205 Rallye. Il ne s'agit pas encore d'un véritable retour à la compétition, mais plutôt d'une prise de contact. Ce week-end, sa voiture portera le numéro 0, c'est-à-dire que c'est lui qui ouvrira la route aux concurrents du rallye. Très attendu également François Delecourt. Depuis la rentrée, le Lillois n'en finit pas d'étonner par ses performances. Hier soir, les quelques spectateurs qui ont assisté à la séance d'essai de l'équipe Peugeot au nord de Montpellier ont été impressionnés en voyant la 309 dévaler les petites routes de montagne à quelques 160 km/h. Pourtant, il ne s'agissait que de la traditionnelle séance de réglage d'avant-rallye. En fait, à chaque course, la voiture est entièrement revue et corrigée, elle est entièrement démontée, et donc on procède à une espèce de roulage de la voiture pendant environ 50 km, et on teste pour savoir si toute la mécanique marche normalement. La 309 a toujours un handicap de puissance d'une centaine de chevaux, mais ce combat inégal plaît à François Delecourt. Il vient de re-signer chez Peugeot pour la saison prochaine. François a acquis une maturité qui lui faisait défaut, je pense, et qui lui avait valu pas mal de critiques par le passé. Il est actuellement très bien dans sa tête, très bien dans sa peau, et il s'avère le digne successeur de Guy Fréquelin au volant de notre Peugeot 309. L'an dernier, sous la pluie, la 309 GTI avait terminé le Critérium des Cévennes à la 2e place avec Guy Fréquelin à son volant. Cette année, si le temps reste désespérément ensoleillé, François Delecourt sait qu'il sera difficile de faire aussi bien, mais il a l'habitude des exploits. Le Critérium des Cévennes, c'est un des rallyes préférés de François Delecourt. Sur les petites routes sinueuses de cette région du Languedoc, le Lillois a réalisé un véritable festival. Pour la première fois de la saison, sa 309 GTI a véritablement fait jeu égal avec les meilleurs. Longtemps à la bagarre pour la 2e place avec la BMW de François Chatriot, François Delecourt a été le grand absent du palmarès de l'épreuve. C'est en simple spectateur qu'il a assisté à la victoire de Bruno Sabi dans le cadre extraordinaire du Polygone de Montpellier. À 2 spéciales de l'arrivée, il a dû abandonner après une sortie de route, chose très rare. C'est la 4e fois que cela lui arrive en 88 rallyes. Mon pied droit sur le frein a glissé. J'ai donc sous-viré et je suis allé mourir dans le rocher. C'est vraiment la sortie de route irrémédiable. Une sortie de route qui n'enlève rien au mérite de François Delecourt. Samedi, il a signé un nouveau temps scratch, le 2e de la 309 en championnat de France. Véritable surdoué du volant, le pilote lillois impressionne tout le monde cette année, aussi bien les spectateurs que les journalistes ou les autres pilotes. C'est qu'admiratif de ce qu'il fait, hein. Surtout ici, je crois qu'il a prouvé une fois de plus que c'est un pilote acrobate qui sait exploiter une auto qui est quand même moins performante que ce qu'on a nous, hein. On est tous d'accord et convaincus qu'il n'a pas le matériel qu'il devrait avoir. Ce qu'il fait avec cette voiture est extraordinaire. Alors je crois que la voiture est très bonne, elle tient très bien la route, mais lui il s'en sert parfaitement bien. Des commentaires élogieux teintés d'inquiétude, beaucoup redoutent le jour où François Delecourt aura une voiture assez puissante pour enfin gagner des rallyes. L'an prochain, il fera encore partie de l'équipe Peugeot et pour la 2e demi-saison, il bénéficiera de la 309 GTI 16 soupapes en version 220 chevaux. C'est moins que les BMW, les Lancia ou les Ford Sierra, mais en attendant mieux, l'intéressé ne cache pas ses ambitions. Ce que je veux, c'est rapidement conduire une voiture en championnat du monde. J'ai 27 ans. Essayer d'en conduire une avant 30 ans et de faire des championnats du monde complets avant 29-30 ans. L'an prochain, François Delecourt bénéficiera d'un programme de rallye plus important que cette année. Le championnat de France, bien sûr, mais aussi quelques épreuves de championnat d'Europe, l'assistance rapide de l'équipe Peugeot Paris-Dakar et quelques rallyes de 2e division, dont peut-être celui de Béthune. En attendant, la saison 89 se termine dans 15 jours au rallye du Var. Oh, ma biche, il n'y a pas de lézard. Alors, depuis 2 ans, Jean-Marc Evans passe son temps entre le Nord et le Languedoc. Depuis 2 ans, il habite au Vigan, une petite ville qui est au centre du rallye des Cévennes. 4 mois après son accident, ce rallye, c'était pour lui l'occasion rêvée de revenir à la compétition presque à domicile. Non pas en tant que pilote officiel Peugeot, mais en tant qu'ouvreur avec la voiture 0. Un retour éminemment sympathique qui avait valeur de test. Ça fait quand même plus d'1 mois que je conduis. J'ai fait des tests avant-hier avec la voiture dans les spéciales. Et bon, qui s'est avéré vraiment très positif. La seule chose maintenant, combien de temps je vais arriver à tenir? Bon, là, c'est un grand point d'interrogation.
Rien ne sert de forcer, c'est simplement voir combien de temps je pourrais tenir. Épreuve très dure physiquement, le Critérium des Cévennes est aussi très populaire. Il y avait près de 200 000 spectateurs au bord des spéciales pendant le rallye. Des spectateurs enthousiastes au passage de la 205. Même au volant d'une voiture ouvreuse, Jean-Marc Ivens a gardé une grosse cote de popularité. Ce week-end, il n'a effectué qu'une partie de l'épreuve, le temps de voir qu'il n'avait rien perdu de son coup de volant, mais aussi de se rendre compte qu'il n'avait pas encore retrouvé toute la résistance nécessaire. Là, on a fait donc ce matin 4 spéciales, dont une de 40 km. À la fin des 40 km, très naze. Et là, je m'aperçois que je ne suis pas performant, donc pas endurant. Et sans mancher un rallye complet, je pense que ça sera très difficile. Donc maintenant, le rendez-vous, ça sera l'année prochaine. Pas encore prêt physiquement, Jean-Marc Ivens ne sera donc pas au rallye du Var dans 15 jours comme il l'avait prévu. Malgré ce contretemps, il garde le sourire, mais un doute subsiste. En effet, si François Delecourt a déjà re-signé chez Peugeot, Jean-Marc, lui, n'est pas encore assuré de conserver sa place dans l'équipe en 1990. François Chatriot a remporté le rallye du Var devant Pierre-César Baroni et François Delecourt. La suprématie de Chatriot a été contestée jusqu'au bout par Bruno Sabi, mais ce dernier était victime d'une sortie de route dans la dernière épreuve spéciale. François Delecourt prend donc la 3e marche du podium au Var et la 4e au championnat de France. Une saison riche pour le Lillois qui a conduit sa petite 309 GTI au sommet, venant contrarier la hiérarchie établie avec une voiture bien moins puissante que celle de ses adversaires. François Delecourt, c'est de la graine de champion dans la droite ligne des Fréquelin, Ragnotti ou autres Darniche. L'année prochaine, François Delecourt pilotera encore pour Peugeot, une 309 GTI, mais en cours de saison, il bénéficiera du moteur 16 soupapes qui devrait lui permettre de se mêler à la bataille des grands. Si les femmes pilotes de rallye sont peu nombreuses dans la région, celles qui font des résultats sont carrément des exceptions. C'est le cas de Dorothée Jacquemin. Depuis des années, elle partage son temps entre son mari, ses enfants, son métier de kinésithérapeute et la compétition. Après avoir accumulé une centaine de coupes dans les rallyes du Nord, elle vient de décrocher son premier titre de championne de France, un titre qui vient conclure une saison chargée. Je pense que j'ai sûrement consacré, sinon les 3/4, les 2/3 de mon temps à la compétition. France, deuxième division, Dorothée Jacquemin. Ce championnat de France deuxième division, elle l'a fait avec un minimum de moyens. Sa 205 GTI, un budget de 450 000 francs et une équipe de 3 mécanos pour participer à 12 rallyes répartis sur toute la France. J'estime que lorsqu'on est pilote, que ce soit homme ou femme, on doit aussi bien savoir accrocher sa remorque, on doit savoir changer ses pneus, on doit savoir s'occuper de ses pneus, choisir ses pneus et tout ça, je l'ai appris dans cette saison de deuxième division. Championne de France, loin devant la deuxième, elle a fait mieux que de la figuration. Si le titre féminin a été obtenu sans difficulté, Dorothée s'est souvent mêlée aux meilleurs pilotes masculins. Elle termine d'ailleurs 7e au championnat. Sa meilleure performance, c'est dans le Nord qu'elle l'a réalisée, 6e au rallye Charlemagne. Ça a été pour moi très passionnant parce que j'ai connu d'autres terrains très différents, sans faire de comparaison, parce que de toute façon, conduire ici sur la boue à Francis, à mon avis, il faut autant de mérite que conduire serré à côté d'un ravin, hein, parce que Francis, ça commence déjà à aller vite. Hein. Pour moi, c'est autre chose, mais ça a été un panachage qui m'a apporté quand même beaucoup, parce que je me défends mieux sur n'importe quel terrain, je m'adapte beaucoup plus vite. L'an prochain, grâce à ce titre, Dorothée Jacquemin sera classée pilote prioritaire. Le succès de la saison qui vient de s'écouler lui a donné des idées. Pilote exigeante, elle est prête à recommencer et à défendre son titre en 90. Ce que je voudrais, c'est confirmer mon titre de championne de France et confirmer ma place, c'est-à-dire l'améliorer même. Hein. Mon rêve est de finir dans les 5 premiers du championnat et pointer mon nez en première division. En 15 ans de rallye, Dorothée Jacquemin a déjà accumulé beaucoup de souvenirs, mais là, c'est peut-être une nouvelle carrière qui commence. Alors, Dorothée, il y a un palmarès éloquent. Depuis l'année où il a gagné le Tour de France et le championnat du monde, Stephen Roche est une superstar chez lui en Irlande. Pourtant, il ne retrouve son pays natal que 2 fois par an.
pour le Tour d'Irlande cycliste et pour le Rallye des Lacs, un rallye auquel il avait déjà participé l'an dernier. C'est le seul rallye qui est bien placé dans la saison, intersaison pour un concours cycliste, parce qu'avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Alors ça me permet de faire une dernière rallye avant d'attaquer la saison cycliste. Le Rallye des Lacs a lieu près de Cork, dans le sud-ouest du pays, une superbe région montagneuse que Stephen Roche avait tenu à faire découvrir à 3 pilotes nordistes. Mais pour eux, pas le temps de regarder le paysage. La balade irlandaise, c'est d'abord 350 km d'épreuves chronométrées. C'est un parcours de montagne, mais c'est sans arrêt des sauts de bosses, sans arrêt. Et bon, j'avoue que je ne sais pas trop comment on va faire sur les bosses, quoi. Cette question, Philippe Lefebvre ne se l'est pas posée longtemps. Il a juste eu le temps de signer 2 excellents chronos, de casser sa boîte de vitesse et de voir que la réglementation des rallyes irlandais était pour le moins surprenante. Des capots de voitures qui tiennent avec des sandos, des pilotes qui font de la mécanique dans le parc fermé, des départs de spécial non pas toutes les minutes mais toutes les 30 secondes. Ajoutez à cela des horaires particulièrement fantaisistes et vous aurez l'ambiance du Rallye des Lacs. Si on arrive avant, en fait, on pointe quand on veut. Si on est 10 minutes avant, bah, c'est bien, on passe avant tout le monde. On fait la spéciale comme on veut. Enfin, c'est assez quand même spécial. Une organisation décontractée qui n'a pas empêché le favori, l'anglais Russell Brooks, sur Ford Sierra de remporter l'épreuve. Moins de réussite du côté nordiste. Après Philippe Lefebvre, c'était au tour de Dorothée Jacquemin de quitter le rallye prématurément samedi soir. Une sortie de route alors qu'elle était 11e. Un virage mal négocié et puis boum au trou. Je crois que c'est bon, mais ça arrive, une note un peu optimiste. C'est dommage parce que ça allait super bien. Finalement, des 3 équipages français, seule la BMW M3 de Patrice Henault a rejoint l'arrivée. 19e, Henault, qui découvrait l'Irlande, avait choisi la prudence. J'ai essayé de faire au mieux, mais c'était quand même assez dur. Mais je suis quand même étonné par les Irlandais parce qu'ils roulent avec des voitures qui sont pour moi, excusez-moi du terme, des poubelles, mais avec des moteurs et avec un cœur d'Irlandais. Stephen Roche a lui aussi un cœur d'Irlandais, mais son accident du dernier rallye Charlemagne les a fait réfléchir, lui et son copilote. On était très prudent après la cabriole du Charlemagne. On a voulu assurer, rentrer la voiture pour pouvoir continuer le rallye l'année prochaine. J'espère de commencer mon saison cycliste à partir de l'année qui vient, là. Et puis j'aime mieux commencer sur un vélo que sur un lit d'hôpital. Roche et Valque termine à la 22e place, ce qui n'a pas empêché qu'ils soient accueillis comme des vainqueurs à l'arrivée.